Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Parmi tous les adversaires de De Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale, Hitler est évidemment le plus dangereux, Roosevelt le plus puissant, Churchill le plus indispensable, Staline le plus redouté. Mais aucun d'entre eux ne représente une blessure aussi profonde que Pétain. Parce que le combat contre Pétain n'est pas seulement un affrontement politique en fait. C'est une sorte de, j'en fais beaucoup, mais de drame français, un drame personnel, presque un drame familial. J'en avais parlé un peu dans le bonus la semaine dernière. Pour comprendre l'intensité de ce conflit, il faut oublier ce qu'on sait aujourd'hui. Il faut oublier la collaboration, oublier les procès, la condamnation de l'après-guerre, et revenir au regard porté sur Pétain avant 1940. À cette époque, Philippe Pétain est probablement l'homme le plus respecté de France. Encore une fois, c'est le vainqueur de Verdun, le soldat qui a tenu quand l'armée française semblait proche de l'effondrement, le chef qui a sauvé l'honneur national en 1916. Son prestige est immense, presque sacré. Pour des millions de Français, il incarne la patrie elle-même. Et De Gaulle partage longtemps cette admiration. Ça, c'est un point essentiel. Le futur chef de la France libre n'a jamais été un adversaire naturel de Pétain. Bien au contraire. Dans les années 20, le maréchal devient même une sorte de protecteur pour De Gaulle. Il remarque ce jeune officier brillant, cultivé, original. Il apprécie sa plume, son intelligence, sa capacité d'analyse. Les deux hommes travaillent ensemble à écrire un livre. Pétain favorise sa carrière. De Gaulle admire sincèrement le héros de Verdun. Et à certains égards, il voit en lui une figure paternelle. Le paradoxe est quand même immense. Quand l'homme que De Gaulle va combattre le plus durement est d'abord celui qu'il a le plus admiré. Mais déjà, il y a quand même des différences qui apparaissent. Progressivement, silencieusement, elles sont profondes parce que derrière leur patriotisme commun quand même, chacun se cache deux visions qui sont des visions opposées de la France. Pétain est un homme forgé par la Grande Guerre. Toute sa pensée est marquée par l'hécatombe de 14-18. Les millions de morts, les offensives inutiles, les souffrances des soldats, la destruction du pays. Son obsession devient simple, plus jamais ça. De Gaulle appartient à une autre génération. Il respecte Verdun, mais il refuse d'en faire un modèle éternel. Il regarde vers l'avenir, vers les blindés, la guerre de mouvement, les transformations du monde. De Gaulle pense le monde. Pétain cherche à éviter une nouvelle catastrophe. Vous voyez, c'est déjà pas la même chose, alors que De Gaulle cherche à préparer la prochaine guerre. Cette divergence va grandir pendant les années 30. Et quand survient l'effondrement de 40, elle devient à ce moment-là irréconciliable. La France s'écroule, l'armée est battue, les institutions vacillent, et soudain, les deux hommes tirent de la même situation des conclusions littéralement opposées. Pour Pétain, la guerre est perdue, je ne reviens pas sur ça. La priorité, c'est de protéger les Français, d'éviter la destruction du pays, de limiter les souffrances et d'en profiter pour reconstruire une France différente. Le maréchal ne pense pas trahir. Attention, à ce moment-là, il ne faut pas oublier ça. Il pense sauver ce qui peut encore l'être. C'est ce qui explique sa force politique aussi, parce que des millions de Français raisonnent exactement comme lui, le fameux « plus jamais ça ». Après 6 semaines de catastrophe, la paix paraît préférable à une sorte d'abîme. Sauf que De Gaulle, lui, voit les choses autrement. La guerre est perdue, certes, en métropole, mais elle continue ailleurs. L'Empire existe toujours, la flotte, le Royaume-Uni, l'Allemagne n'a pas gagné le monde, elle n'a gagné qu'une campagne. Et pour lui, demander l'armistice revient à sortir volontairement de l'histoire, à accepter que la France cesse d'être une puissance. Je ne refais pas tout le blabla que je vous ai déjà sorti, évidemment. Donc le conflit, qui est désormais total sur le terrain, l'est également entre les deux hommes. Alors, il y a une question qui se pose. Qui parle au nom du pays ? Le gouvernement légal qui est installé à Vichy, légal à cette époque, ou le général presque inconnu réfugié à Londres. En juin 40, la question paraît littéralement absurde, mais elle va devenir centrale, parce que les deux hommes revendiquent désormais la même légitimité. Il y en a un qui possède les institutions, l'autre qui prétend représenter l'avenir. Et pendant plusieurs années, vous avez deux Frances qui vont comme ça coexister, la France de Vichy et la France libre. Je pense que je ne vous apprends rien. Cette dualité explique la violence du conflit entre les deux. J'aimerais quand même vous rappeler que la une de Paris Soir, qui est un journal, donc la une de Paris Soir le 4 août 1940, le titre c'était « Le général de Gaulle condamné à mort
par un nouveau tribunal militaire. C'est quand même pas rien, ça. Quand on parle de violence de conflit entre les deux, c'est quand même quelque chose. De Gaulle ne combat pas un occupant étranger, il combat une autorité française. Or, Pétain n'est pas Hitler, c'est précisément ce qui rend l'affrontement si douloureux. Donc, les Français connaissent Pétain, mais ils ne connaissent pas De Gaulle, en tout cas au début. Ils font confiance à Pétain. Ils ignorent, jusqu'à cette une de Paris Soir, donc ils ignorent quasiment l'existence de Gaulle. Voilà, le combat est donc également psychologique. Mais De Gaulle va s'atteler à ce combat-là, la collaboration va s'approfondir, les concessions à l'Allemagne vont se multiplier, vous le savez, je ne reviens pas sur ça, le régime de Vichy paraît de plus en plus dépendant de celui du Reich. Parallèlement, donc la France libre grandit, les résistances se développent, petit à petit De Gaulle s'entoure de personnages très importants, Jean Moulin, Leclerc, etc. etc. Donc je ne vous fais pas tout ça, mais je ferai des émissions spéciales sur tous ces personnages qui sont extrêmement importants, dont on parle jamais. Alors on parle de Jean Moulin bien sûr, mais on parle pas beaucoup de Leclerc, on parle pas beaucoup de la campagne et la bataille de Bir Hakeim. Faut revenir sur plein de personnages pas assez connus à mon avis. Donc, faut pas oublier le débarquement allié en Afrique du Nord, l'invasion de la zone libre ensuite par les Allemands, les défaites allemandes, tout ça, le prestige de Gaulle qui va grandir quand celui de Pétain va décliner, et l'ancien héros qui peu à peu devient le symbole du renoncement et le nouveau qui devient le symbole du refus. C'est l'homme qui a dit non, c'est un peu ça. Il ne faut pas oublier que De Gaulle ne parlera jamais de Pétain comme il parle d'Hitler. Jamais il ne le réduira à un simple traître, parce qu'il connaît son histoire, parce qu'il se souvient de Verdun, parce qu'il sait ce que Pétain a représenté pour la France. Cette nuance est quand même extrêmement importante. Elle montre que le conflit dépasse largement les individus, en fait. Au fond, Pétain et De Gaulle incarnent deux réponses possibles à une catastrophe nationale. Une qui consiste à préserver ce qui reste à préserver, et l'autre qui consiste à préparer le redressement futur. Pendant 4 années, les Français vont osciller en fait entre ces deux pôles, entre la protection et l'espérance, entre la survie et la liberté. Et quand Paris est libéré en août 1944, c'est le verdict de l'histoire qui semble tomber. La France qui a gagné n'est pas celle de Vichy, bien sûr, c'est celle du 18 juin, c'est la France de De Gaulle. Pourtant, le général sait que cette victoire ne résout pas tout, parce que derrière Pétain se trouve encore celui qui a rendu possible tout ce drame, celui dont l'ombre plane sur toute l'Europe depuis 1933, l'homme contre lequel tous les autres affrontements paraissent finalement secondaires, Adolf Hitler, l'ennemi absolu.